Amis auditeurs de Radio M, bonjour. Nous avons le plaisir de vous retrouver dans le Café des experts économiques pour ce que nous souhaitons être l'avant-dernière émission de l'année. Si nos amis experts nous font l'amitié de rester avec nous avant le réveillon de fin de l'année. C'est une négociation qui est ouverte depuis aujourd'hui. Bonjour Reda, marhaba bik, Mouchelak, Labas. Bonjour Ali, marhaba bik. Ali qui doit reprendre son bâton de pèlerin à travers le pays et nous ramener le pouls du pays profond. L'Algérie, c'est pas Alger, monsieur. L'Algérie, c'est pas Alger, effectivement. Moi, ça me manque. Moi, je suis sous contrôle judiciaire. Je ne peux pas quitter le centre. À la Cropo. Voilà. Ça fait longtemps que au lieu d'aller gombader à travers le pays. Dans le pays. 2 300 000 km², c'est un avantage. Et quand on ne peut pas quitter l'Algérie, c'est un avantage. C'est beau d'aller à Ingezam aujourd'hui. Absolument. Y compris à Ingezam. Je pense que cette année, Tarit sera inaccessible. Il y aura beaucoup trop de monde. Parce que les Algériens qui ne peuvent pas sortir vont être obligés entre guillemets, d'aller à Tarit, aller dans le sud. Mais plus au sud, je pense que c'est peu jouable. Alors, est-ce que, messieurs les experts, on a échappé, on en a évoqué rapidement le sujet la semaine dernière, à un contre-choc appelé Omicron, un nouveau variant du coronavirus qui nous avait alarmés. On s'attendait à ce que les choses ne tournent pas. Il y a 15 jours, on attendait les résultats des laboratoires pour savoir si les vaccins allaient bien réagir à ce variant. Et puis surtout, depuis, je crois qu'on s'est rendu compte que ces effets n'étaient pas si sévères que ça, Ali, c'est ça? Oui, enfin, ce qu'on avait dit il y a 15 jours, c'est qu'il fallait attendre un peu l'évaluation de la gravité. Bon, apparemment, c'est moins impactant, disons, en termes de... sur la mortalité, en tout cas, on voit bien qu'il n'y a pas d'impact énorme sur la mortalité. C'est contagieux, mais c'est... Et puis on verra, parce que ce n'est pas terminé. Donc, c'est un feuilleton qui n'est pas terminé, cette histoire de Covid, de coronavirus. Je crois qu'il faut être patient, être vigilant, ne pas lancer des messages complaisants. Il faut que les gens continuent à faire très attention. De toute façon, là, on voit bien que les contaminations repartent à la hausse en Algérie, donc il faut faire très attention. Et il n'est pas souhaitable de se retrouver à l'hôpital. Donc on dit aux gens, faites très attention. Reda, Omicron, on doit attendre encore avant de tirer des conclusions. Ni pessimiste, ni optimiste, j'imagine. Moi, j'essaie d'être réaliste. On n'est pas des spécialistes, nous, on n'est pas des épidémiologues. On s'intéresse sur la base de l'économie, quel est l'impact réel. Il y a 15 jours, on avait nos informations initiales par rapport à ceux qui connaissaient le mieux ce nouveau virus, c'est-à-dire l'évolution de ce virus, les spécialistes sud-africains qui nous avaient rassurés. Au bout de 3 mois d'analyse, ils avaient dit que ça n'allait pas avoir le même impact et que sur le plan économique, ça n'allait pas nécessiter des arrêts d'activité ou un changement d'activité comme il y a 18 mois de cela. Donc, moi, personnellement, j'étais optimiste et ça se confirme. Pour la partie économique, le reste que vous voulez que je vous dise... Le nombre de morts, heureusement, est plus bas. On peut ne pas être alarmiste. On va utiliser plutôt cette formule après la propagation rapide de Omicron. Est-ce qu'on ne va pas être alarmiste quand même après la conférence sur la relance de l'industrie en Algérie et notamment, c'est pour utiliser alarmiste dans les deux cas, notamment le discours de Al-Majid Tebboune et ses interventions durant cette conférence qui nous ont clairement laissé montrer que l'appareil de l'administration ne délivrait plus. J'ai commis un article où je parle de coup d'État silencieux de la bureaucratie et je l'explique à ma manière. Est-ce que à l'inverse de août 2020, où il y a eu une conférence sous Covid, un petit peu, pour essayer de relancer la machine, est-ce que cette fois, la prise de conscience qu'on ne peut plus continuer comme ça, vous avez le sentiment qu'elle est là? Je pense qu'on est obligé, on a le dos au mur. On découvre, nous on l'a dénoncé ici, on découvre que 2500 projets du secteur privé bloqués dans les armoires du ministère de l'Industrie. Les projets des entreprises publiques bloqués au niveau du CPE. Dans les wilayas, des milliers de projets, on a dénoncé ça aussi, ici. Et donc, il y a une prise de conscience et que les projets vont être développés. Le président désigne le médiateur de la République pour que les gens puissent trouver quelqu'un à qui s'adresser.
il va être débordé s'il reçoit 5000 demandes par jour. Vous imaginez ce que ça va être. Est-ce que c'est une proposition sérieuse? C'est de la politique. On est obligé, dans la politique, de trouver des voies de sortie, parce que c'est scandaleux ce qui est arrivé. C'est un scandale économique. Donc, trouver cette solution en attendant déjà de débloquer, c'est déjà un as. Moi, je pense, j'essaie de voir la bouteille à moitié pleine pour relancer l'économie. Donc, débloquer des projets, je considère que c'est quelque chose de positif. Nous, on s'est plaint ici parce qu'il y avait une autosatisfaction en termes de foncier, comme quoi il n'y avait qu'à récupérer les terrains non utilisés par les faux investisseurs. Mais on avait dit aussi que sur 30 000 hectares de zones d'activité et de zones industrielles, même si on récupère 20%, ça fait combien ça va nous faire? 6 000 hectares, alors que la demande dépasse les 50 à 60 000 hectares. Donc, je pense que le fait de revenir vers l'agence et d'enlever cette gestion au Wali et à l'administration locale, c'est excellent, d'autant plus qu'il y avait la NIREF qui était chargée de ça. Donc, s'ils ne vont pas partir ex nihilo d'une agence ex nihilo, la NIREF avait son siège à Alger, avait ses directions régionales. Je pense que le ministère de l'Industrie, puisqu'il dit que début janvier 2022, il va démarrer la nouvelle agence. Moi, je pense, sans être très, très sûr, point de vue, que ça va être sur la base de la NIREF, que ce n'est pas quelque chose d'ex nihilo. Donc, pour le foncier, il y a aussi, il faut dire, des choses positives. On va aller dans le détail, parce qu'il n'y a pas que le foncier. On va aller dans le détail. Ali Harbi, est-ce que tu as eu, toi, le sentiment qu'il s'est passé quelque chose, qu'on est peut-être au seuil d'un déclic et que l'administration va quand même lever la main? Écoute, moi je pense qu'il y a peut-être un déclic à un certain niveau. C'est-à-dire qu'à un niveau élevé, je dirais, qu'il y a un phénomène de blocage. Je ne parle pas de coup d'État, je n'utiliserai pas ce terme, mais je parlerai d'un mécanisme de freinage. Ça peut faire tomber un président. Une panne comme ça peut faire tomber. Je ne sais pas, mais ça peut faire rater un mandat. En tout cas, ça peut faire rater un mandat. C'est-à-dire qu'on peut passer un mandat Parce qu'on a le temps d'attendre pour un deuxième mandat. Non, c'est notre sujet. Mais ça peut faire passer un mandat à blanc. Ça, c'est un risque énorme quand même qu'on ne peut pas se permettre en Algérie. Et donc, la prise de conscience qu'il y a un énorme mécanisme de freinage pour diverses raisons. Une partie politique, elle a été dénoncée en tant que telle. Mais une autre partie, c'est qu'il y a un blocage systémique. C'est-à-dire même les gens de bonne volonté ne peuvent pas bouger actuellement. Donc, il ne s'agit pas que de gens qui sont en train de vouloir du mal au président ou bien à la direction actuelle du pays ou quoi que ce soit. Il y a cette partie. Je suis convaincu que l'administration bouteflikaine est encore là et qu'elle met le frein à main. Ça, c'est politique. Et il y a une autre dimension qui est un blocage systémique, c'est-à-dire c'est les rouages, les mécanismes de prise de décision, les mécanismes de mise en œuvre qui sont bloqués. Les gens ne se parlent pas, il n'y a pas de coordination. On a encore parlé plusieurs fois de ce obstacle majeur qui est cette notion de wali qui bloque. Les gens pensent qu'il débloque, en réalité, c'est un facteur de blocage. Il bloque on a cet exemple quand même qui a été évoqué pour la deuxième fois par Majid Tebboune, celui de la crise de juillet dernier. Pas d'oxygène, il y avait une unité de production, la plus grande en Algérie, qui produisait, je crois, 400 000, alors tu me diras si on tonnes d'oxygène ou en mètres cubes, la plus importante d'Algérie, qui était prête et qui ne pouvait pas produire parce qu'il manquait un document et la Wali a refusé de le donner. Et il a fallu qu'il y ait une intervention. Nous, on sait que c'est l'armée qui est intervenue auprès du Wali pour qu'on débloque. Et quand on a débloqué, c'est Abdelmajid Tebboune qui le dit, c'était une autorisation temporaire de 6 mois. C'est-à-dire que l'administration, en fait, ma question c'est la suivante, Ali. L'administration, lorsqu'elle cède son pouvoir, ce qu'elle a délivré, elle veut tout de suite après le récupérer pour qu'on ait à nouveau affaire à elle. Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que nous n'avons pas une administration orientée vers la résolution des problèmes, nous avons une administration orientée vers la mainmise bureaucratique sur l'économie et sur la société d'une manière plus générale. Comment on peut l'expliquer? Est-ce que c'est l'administration qui défend... On va faire un petit moment de sociologie dans cette émission d'experts économiques. Bon, à la fin de la période Bouteflika, il est clair que l'administration, avec la rente pétrolière très élevée, dans le sillage de quelqu'un comme Khlil, Sonatrach, les filiales, l'écosystème, on savait qu'au sommet, ça levait en centaines de millions de dollars de sous de table.
On connaît l'affaire Saipem, etc. Et le reste de l'écosystème prélevé sur la chaîne. Et on savait qu'on allait être protégé parce que le sommet était protégé. C'était le système. Avec Abdeslam Bouchouerb, on peut dire que c'était la même chose dans le secteur de l'industrie. Oui. Voilà, on savait que le sommet le faisait et qu'on allait être protégé parce que le sommet le faisait. Aujourd'hui, on a le sentiment que on ne sait pas, si on délivre, si on délivre quelque chose, on va être suspecté d'avoir. Moi, j'ai couvert par moment, je suis rentré dans le tribunal des affaires criminelles. Le mot qui revient, l'accusation, c'est accorder des avantages indus. C'est les avantages indus. Le grand problème du bureaucrate, c'est les avantages indus. Et là, aujourd'hui, on bloque tout. Et on a le sentiment qu'il faut qu'il y ait un déclic, il faut que le sommet délivre quelque chose et qu'on soit sûr que le sommet est clean et qu'il va nous protéger. On va rester sur un terrain technique, d'accord? Donc on va mettre de côté la dimension de blocage politique et on va mettre. Elle n'est pas que politique, c'est une peur légitime. Non, j'arrive. Non, le problème est sociologique. Non, je ne veux pas aller sur ce terrain. Je vais te dire compléter. Reda. On abordera des problèmes sociologiques, psychologiques à part. Moi, je voudrais juste placer un message ici. Il y a un problème technique. Il y a un dysfonctionnement. Les mécanismes ne sont pas bons. Les mécanismes de décision ne sont pas bons. Et le président de la République l'a dit. J'arrive aujourd'hui, le gars, il a construit son usine, il n'a pas de permis de construire, et il est sur une utilité, ou bien il est sur une ligne haute tension. On vient, on lui dit, tu ne peux pas entrer en exploitation, monsieur. Mais ça fait les 5 années qui sont passées, c'était quoi alors? Qu'est-ce qui s'est passé pendant 5 ans? Le temps que le gars prenne le terrain, construise, etc. Après, on vient, on lui dit aujourd'hui, mais tu es sur une ligne, tu es sur une utilité. Ou bien tu es en zone inondable, ou bien je ne sais pas quoi. Mais il y a une raison pour ne pas lui donner. Il y a une mécanique procédurale qui est aujourd'hui dysfonctionnelle. Elle ne tourne plus. Donc, au niveau d'une wilaya, c'est une projet dans une wilaya. Il y a un dysfonctionnement vertical avec les ministères, il y a un dysfonctionnement horizontal entre les directions de wilaya. Ça, c'est technique. Il faut remettre tout à plat dans une logique de résolution. Tout à plat, ça ressemble à une amnistie administrative. Pardon? Mettre à plat, ça signifie presque une amnistie administrative. Qu'est-ce que tu appelles une amnistie? Je ne sais pas. Une usine qui est construite, on déplace la ligne de haute tension, on casse l'usine. Non, tu déplaces l'usine. Non, tu ne peux pas. Si sur une canalisation de gaz, tu ne vas pas laisser une usine. Ce gars-là. Mais justement, c'est là où il faut dire que, par exemple, pour les gens qui sont sur des utilités ou sur des. C'était pas possible. Il y a des endroits où il n'est pas possible. C'est une minorité de cas. Comment? Non, on peut s'exprimer un peu de ce Bien sûr, c'est une minorité de cas. La réalité sur le terrain est tout autre. Il faut l'expliquer d'une manière claire et précise. Aujourd'hui, pour s'enrichir, pour accéder à des ressources extra-salariales, l'administration publique centrale ou décentralisée régionale a trouvé, à travers l'utilisation de lois scélérates, et d'utilisation scélérate de ces mêmes lois qui sont censées gérer l'économie, fluidifier l'économie, à travers l'usage de ces lois, elles obtiennent des leviers de commande par rapport à l'investisseur, par rapport aux commerçants, par rapport aux citoyens. Et elles monnaient tout cela. Et il y a une complicité à tous les niveaux, chacun sa part. On a démocratisé, si on veut, la corruption. Et c'est un système qui s'est mis en... S'il te plaît, ce n'est pas un autre sujet, comment résoudre ces problèmes? C'est en faisant un nettoyage de ces textes. Toutes les lois qui donnent des pouvoirs régaliens à un fonctionnaire, on les nettoie, on supprime. Et c'est de cette façon qu'on lutte contre la corruption. Et il faut aussi revenir à il faut rémunérer les gens. Il faut les payer. Il n'a pas besoin de chercher des extras, s'il te plaît. Il faut qu'il le bonhomme qui est directeur de l'urbanisme, il ne faut pas qu'il fasse monnayer, si tu veux, le carnet foncier ou le permis de construire. Dès le moment où tu lui dis permis de construire, c'est 8 jours. Il est déposé. Au bout de 8 jours, il est délivré. Si au bout de 8 jours, il n'est pas délivré, il est automatiquement délivré sur la base du dossier Reda, déposé. Je suis entièrement d'accord avec toi. Il faut nettoyer les textes. Mais tu reviens sur mon terme. Alors, nettoyer les textes et mieux payer les fonctionnaires. Mieux payer, il faut les rémunérer. Il faut qu'il y ait des obligations de performance et de redevabilité à l'administration. Aujourd'hui, elle n'en a pas. Elle n'a pas d'obligation. Donc, il faut créer un cadre. Ce que vient de dire Reda, si moi, je dois donner un papier à 8 jours et motiver mon refus,
Donc, il faut pas. C'est l'obligation de performance ici pour l'administration. Mais ce que je veux dire, moi, je ne suis pas contre ce que tu dis, je suis entièrement d'accord. Il y a une problématique de corruption, il y a une problématique politique. Il y a aussi, tu me dis nettoyer les textes, c'est une problématique technique. Qu'est-ce que je veux dire? Ça veut dire que tu ramènes demain la meilleure administration, la plus propre, dans une wilaya, et ça donnera quand même rien. Tu changes tout l'attelage qu'on a aujourd'hui de personnel, des administrations, tu ramènes les gens les plus propres du monde, ça ne marchera pas quand même. Il y a un blocage systémique, les textes ne sont pas bons, les procédures... Voilà, donc ce n'est pas que la corruption, il y a d'un côté la corruption, mais on a gelé le système. Des textes Tu ne m'as pas compris. Oui, c'est ça. Non, vous dites la même chose. Non, alors, je vais vous dire, en attendant, ça va prendre du texte. Reda, vous dites la même chose, il n'y a pas de problème. Ça va prendre du temps de dépoussiérer les textes, de faire en sorte de lever les obstacles qui permettent à l'administration et aux fonctionnaires de monnayer leur pouvoir régalien, excessif, etc. Bien. Mais en attendant, on sent bien que ça ne va pas se faire sur 3 mois ni sur 6 mois. Et les injonctions présidentielles, c'est tout de suite libérer. Alors, je prends un exemple, j'illustre avec un exemple. Ça va t'intéresser, Ali, toi qui es spécialiste de l'économie durable, du développement durable. Il y a un grand projet de Général Emballage, je le cite d'autant plus aisément que c'est notre actionnaire et qu'il fait du bon boulot, à Oran, pour créer la première usine en Algérie qui permet de produire du papier, de transformer et de produire la matière première du carton. La pâte à papier. La pâte à papier, voilà, qui permet de produire la pâte à papier. Et c'est un chantier qui est à l'arrêt depuis 2 ans et demi. Nous le connaissons bien parce que nous suivons cette actualité. En même temps, ça fait plaisir de voir qu'il y a une direction de l'environnement à Oran qui veut protéger un site de migration des cigognes qui se trouve sur le périmètre où doit s'implanter l'usine. Et l'arbitrage n'a pas été rendu. Est-ce qu'on déplace l'usine ou est-ce qu'on déplace le site de reproduction des cigognes migratrices? Alors, je vous le dis comme ça, l'arbitrage va être fait probablement, je ne suis pas sûr à 100%, par la ministre qui va se déplacer sur place et qui va regarder, parce que la direction de la wilaya n'arrive pas à rendre cet arbitrage. C'est un investissement de 200 millions d'euros. Voilà, qui peut nous permettre de faire d'immenses économies en récupération. C'est la nature. Les cigognes vont elles-mêmes trouver un autre endroit dans l'espace là-bas, sur place, pour reproduire. Alors, j'ai cité cet exemple, c'est pour dire, est-ce qu'on va demander au ministre, en fait, c'est ça ma question, d'aller lever les obstacles partout où les directions de wilaya ou les wali n'ont pas réussi à le faire? Parce qu'en ce moment, c'est ça qui va arriver. Je crois, s'il te plaît, moi, ce que je vais dire, une chose, je reste convaincu que ce n'est pas une question d'environnement. C'est une question soit de corruption, soit de politique. On veut empêcher cette entreprise privée de se développer. Et c'est tout. L'argument environnement est un argument pour moi superflu et complètement erroné. Les cigognes, je vous assure, on change les poteaux, on va mettre d'autres poteaux à 500 mètres ou 1 kilomètre. Quand elles viendront, c'est le climat qui les attire, c'est pas le poteau. Mais sérieusement, c'est ça qui bloque l'investissement. C'est ça qui bloque l'investissement. Mais s'il te plaît, on visite notre pays. Il y a des nids de cigognes à travers tout le pays. Et même Soum'at al-Jama'a, donc c'est pas ça qui a empêché l'implantation, le développement de cette usine. C'est une affaire soit politique contre Général Emballage, soit une affaire de corruption, il a refusé de payer. Et c'est tout, il faut dire ce qu'il en est. Et évitons l'arbitrage, l'environnement, le réchauffement climatique. Arrêtons de ça. Moi, Reda a raison, même si je ne suis pas d'accord avec sa terminologie, je dirais, parce que je dirais exactement le contraire. Mais je suis d'accord avec une chose, c'est qu'il y a des mesures à prendre en amont. D'accord ? Et ce qu'on a aujourd'hui, il ne faut surtout pas qu'on glisse, même si on le fait pendant 1 mois ou 2 pour régulariser des choses, vers le fait du prince dans un sens ou dans l'autre. C'était ça ma question. Moi, je ne suis pas favorable à cette dérive vers le fait du prince. Le président a dit débloquer, allez, on s'en fout, on débloque tout. En avant, on massacre et l'environnement, et le cadre social, et le cadre culturel. On va commencer à construire, pourquoi pas, sur le tombeau de la chrétienne, vive la culture et vive l'histoire du pays. Est-ce que ces risques existent? Oui, demain tu vas te retrouver avec des constructions d'usines sur des sites historiques, sur des sites agricoles, sur des sites à haute valeur environnementale, sur des zones humides et ainsi de suite. Ça va, parce que le risque aujourd'hui, le fait du prince, il fonctionne, on croit que c'est bien et après on se mord les doigts. Donc moi je suis pour des choses standardisées et normalisées. La chose standardisée,
c'est la valeur des études préalables, c'est la valeur de la planification. Et aussi, c'est les mesures de rémédiation. Ce qu'on appelle les mesures d'adaptation et de rémédiation, ce qu'a dit Reda, il n'est pas faux, attention. C'est vrai que s'il y a un endroit où passent des oiseaux migrateurs, ou bien on peut créer de la compensation, on peut créer de la rémédiation, on peut créer des solutions à côté. Qui fait ça? Il faut qu'il y ait ce qu'on appelle l'assise technique. C'est l'étude préalable, les études d'impact économique et environnemental, et social aussi, parce qu'il y a des impacts sociaux qu'il faut gérer. Et c'est la capacité à analyser ces études-là. Aujourd'hui, ces études-là sont quasiment inexistantes. Le papier existe, le paquet de papier existe, mais à l'intérieur, il n'y a rien du tout. Et c'est là où est le problème. Ce qu'on avait toujours dit, c'est que, par exemple, sur la question des zones industrielles, une zone industrielle en tant que telle doit pouvoir avoir son étude d'impact en tant que telle. Une fois que moi j'ai la zone, ça y est, je ne vais pas demander à chaque investisseur de fournir une étude. La zone, elle est bonne. Je sais que j'ai prévu tous les impacts et l'arrêt. C'est terminé. Donc il faut revenir à un minimum de standardisation. Et je crois qu'il faut aussi créer les mécanismes d'arbitrage dans les procédures. Aujourd'hui, il n'y a pas. Aujourd'hui, c'est le Wali a dit, le Wali n'a pas dit. C'est les gendarmes t'ont dit, les gendarmes t'ont dit oui ou bien t'ont dit non. On est dans une succession de faits du prince qui fait que l'investisseur ne se retrouve pas du tout. Il passe sa journée dans les couloirs à essayer de faire des interventions, etc. Et après, on dérive sur les problèmes de corruption. Donc, je crois qu'aujourd'hui, quand je dis remise à plat des textes, il faut remettre à plat des textes de tout ce qui est décret, arrêté, tout ça, pour qu'on ait des procédures viables. On ne va pas inventer l'eau chaude et ce n'est pas la mer à boire. Donc, c'est des opérations de court terme, parce qu'il faut voir comment font les autres pays, et puis c'est tout. Donc, et je crois qu'aujourd'hui, le chantier, qui est le chantier des 6 prochains mois, c'est remettre en place cette machine-là en remettant des textes qui marchent. Et ça, c'est un chantier de court terme, immédiat, et il faudrait que mettre les gens qui soient capables de le faire, c'est tout. La débureaucratisation, c'est un fil conducteur dans le café des experts économiques. C'est un sujet que nous traitons quasiment à chaque numéro, en particulier à ce numéro, puisqu'il en a été beaucoup question durant cette conférence. Peut-être un mot, l'autre mammouth de cette problématique de la relance de l'industrie, c'est, on se rend compte quand même qu'en 2021, les actifs publics, les participations publiques restent très importantes dans l'industrie et il y a toujours ce problème de gouvernance des actifs publics. Il y a eu un progrès ces derniers temps, on commence à séparer, ça s'est fait dans le secteur bancaire, on va en parler dans 2 minutes, séparer l'administration et le management de la propriété, donc avec des présidents de conseils d'administration qui ne sont pas en même temps les directeurs généraux. Ça a commencé dans les banques, mais on veut étendre cette expérience dans ce qui est sous le domaine des holdings, des ex-holdings et des sociétés, des groupes industriels. Est-ce que ça permet de mieux cibler la performance des managements et de les sanctionner si ces performances ne sont pas à la hauteur? Le problème, là aussi, on revient à un problème de pouvoir. L'administration ne veut rien lâcher. Et donc, le secteur public industriel ou économique, si tu veux, sert de plateforme pour pantoufler et pour diriger, pour essayer de se faire des avantages illicites. Et donc, le code de commerce, les règles de gestion des entreprises publiques qui elles, légalement, sont alignées sur le droit commun. Donc, sur le code de commerce et la partie pénale du code de commerce. Donc, ce n'est pas respecté. Par qui? Non pas par les gestionnaires, mais par l'administration qui veut trouver des astuces ou des passages pour être pantouflés dans les conseils d'administration, désigner les DG et aussi en faire leurs obligés. Ce qui a fait que même on a retrouvé entre des DG, des gestionnaires d'entreprises publiques, non seulement les obligés de leur administration centrale ou de l'administration locale, le Wali sur place, mais aussi des oligarques. Et on a eu cette déviation. Il faut revenir à quelque chose de plus sain. Et il y a un déficit de formation en management actuellement. Un déficit de management dans les ateliers, la productivité est très faible. La productivité de l'Algérien, selon les informations que j'ai pu obtenir, elle est de $6 par jour. Alors qu'en Corée du Sud, elle est de $38. Le Tunisien à côté est à $9. Donc on a une productivité. On fait semblant de payer nos salariés, nos travailleurs. Ils font semblant de travailler. Et on a une faiblesse aussi dans le management. Donc, vous voyez, ce n'est pas les équipements, ce n'est pas l'usine, c'est aussi
la formation, le management, la qualité de la main-d'œuvre. Et là, on revient aussi à la formation. Les entreprises algériennes ne forment pas. Résultat, nous sommes obligés, nous sommes aujourd'hui dans un quoi qu'on a une administration qui veut s'accaparer le pouvoir économique ou qui veut garder une bonne partie de ce pouvoir économique. Et on a ces entreprises qui sont pénalisées et par leur administration, leur environnement. Les propriétaires, disons l'État propriétaire, ne se conduit pas en un propriétaire responsable qui défend ses intérêts d'entrepreneur. Non, c'est un État représenté par des fonctionnaires qui veulent s'accaparer une partie de la rente. Autre chose aussi, dans ces entreprises aujourd'hui, face à la concurrence et au développement, il y a un malaise. Un malaise au niveau des cadres gestionnaires. Ils ont le couperet, c'est-à-dire le droit pénal les empêche d'agir librement et dans le cadre de la commercialité et face à la concurrence locale et surtout étrangère. Et donc, et aussi, ils sont mal rémunérés. Ils ne sont pas rémunérés. Aujourd'hui, on cherche à privatiser. La première privatisation doit concerner les gestionnaires. Je dois les payer en stock option. Je dois les intéresser. Ça, c'est ce qu'ont réussi les Chinois. Tout le monde a réussi à travers le monde dans les entreprises publiques allemandes. C'est un modèle, c'est l'un des meilleurs modèles. Et ça fonctionne bien. Les stock options sont bien payés. Les gens, les gestionnaires touchent. Il faut une bourse pour qu'il y ait des stock options. Non. Dès le moment où l'entreprise dispose d'actions, que les actions soient placées en bourse ou qu'elles soient placées chez le notaire, c'est des actions. Eh bien, il y a une valeur des actions qui est établie par les commissaires aux apports et par les... Elle n'est pas mobile, c'est ça le problème. Non, l'essentiel, c'est que je prévois une rémunération en stock option, que j'intéresse et les représentants des travailleurs et les gestionnaires. Je vais faire dans la provocation, Reda. Est-ce que Ali, on n'a pas quand même le sentiment que c'est une discussion de plus qui ne sert à rien, que c'est une bataille d'arrière-garde et que la solution, c'est quand même la privatisation pour une grande partie des actifs? C'est la privatisation, le fait que tu te payes en stock option. Tu privatises une partie du capital. Non, je parle de vraiment ouvrir le capital. Oui. Non, il y a une différence entre privatiser et ouvrir le capital. Ouvrir le capital, oui. Les deux. Non, regarde, honnêtement, je te dirais non. Aujourd'hui, la privatisation n'est pas une solution facile. Pourquoi? Parce qu'on a raté le coche au moment où il fallait le faire. Donc, quand on s'est raté à la fin des années 90, on s'est raté aux alentours de 2005, 2006, 2007. Donc, il y a eu l'époque Meptoul, donc CNP, etc., on s'est raté. Après, il y a eu l'époque Tamar et on s'est encore raté. Et donc, aujourd'hui... Il y a eu quelques privatisations. Mais par rapport au portefeuille, il est encore intact, il est identique pratiquement. Donc, c'est vraiment à la marge qu'il y a eu des privatisations. Donc, on s'est raté. Donc, revenir aujourd'hui dire on va juste privatiser, qui va vouloir acheter, etc. Il y a c'est pas aussi facile que ça. À partir de là, il faut se mettre dans une logique où le secteur public marchand va encore être là pendant un moment. Même si on va procéder à des opérations d'ouverture de capital et de partenariat, c'est des options retenues, consensuelles et tout ça, ça va prendre quelques années. Ce n'est pas du jour au lendemain que tu vas te mettre sur le marché. Je ne sais pas, moi, aujourd'hui, on est, en tenant compte de toutes les filiales et tout ça, on est à 1500 ou 1600 EPE. Unitaire, en reprenant à la base, donc toutes les filiales et tout ça, ça ne va pas se faire comme ça. Donc pendant ce temps-là, il faut réorienter tout cet actif-là. Est-ce que ce n'est pas plus facile quand même? Mais il faut de faire ce que tu ne veux pas faire tout de suite, que de réorienter. La facilité, ça veut dire quoi? Ça veut dire faire à la russe, faire des vouchères et tu vas aller à la casse. Le risque d'une privatisation à la hussarde, c'est d'aller à la casse. Si on veut pas aller, parce que, encore une fois, je répète, on s'est raté au moment où les gens étaient intéressés. On va fabriquer des oligarques, c'est ça. Politiquement, c'est vrai que c'est pas... Non, tu vas fermer des boîtes, tu vas même pas fabriquer d'oligarques, tu vas fermer des sociétés. Parce que le repreneur n'est pas intéressé. Tu dis, je privatise, qui va acheter? Aujourd'hui, qui va acheter? Des entreprises qui sont surcapitalisées, qui sont surévaluées. Tu vas les vendre à qui aujourd'hui? Les opérations catastrophiques des gouvernements précédents qui ont à chaque fois des assainissements, des augmentations de capital, réévaluent les terrains, je ne sais pas quoi, etc., réévaluent les actifs. On a créé des monstres au pied d'argile, ces entreprises qui sont surcapitalisées et qu'il n'y a rien dedans, il n'y a pas de valeur qui est créée. Pourquoi veux-tu que j'achète, moi?
Donc, ce n'est pas la panacée. Ça peut se faire au cas par cas, et puis en moyennant beaucoup d'actions intermédiaires. Des assureurs, des banques mobilisent, quelques-uns. Il y a un vrai Il n'y a plus de fleurons desquels on peut... Pour moi, il n'y a pas de fleurons. Aujourd'hui, il n'y a rien. Donc, ça veut dire que dire simplement je vais privatiser demain, personne ne va se présenter au portillon pour acheter. Donc, il y a une phase, je dirais, transitoire, où on affiche le cap. La gouvernance, c'est d'abord la vision stratégique. La vision stratégique, c'est de dire, moi, je vais ouvrir le capital, je vais aller vers les partenariats nationaux et internationaux. C'est ma vision. Ça va marcher. Ben Amoun est en prison à cause de son partenariat avec il faut tirer les leçons Euriyad. Et d'ailleurs, son partenaire de Euriyad est elle aussi en prison. Il faut tirer les leçons. On n'a pas un exemple de succès. Mais c'est raison de plus. Mais c'est ça où je te dis, alors que tu imagines sur des partenariats, imagine sur des privatisations, à moins de, je répète, tu sais tout au dinar symbolique. Tu fais des vouchers, tu donnes des actions aux gens, tu dis voilà, il est comme Sherika. Il faut donner des actions parce que ça ne sert à rien. Aujourd'hui, on a des coquilles vides. Non, on a signé, à nouveau, on augmente le capital à nouveau. On a des coquilles vides parce qu'une entreprise dans le monde, je ne parle pas de l'Algérie, dans le monde, une entreprise actuellement moyenne, à les évaluations faites par les spécialistes, dans une bonne entreprise qui fonctionne, qui est compétitive, qui exporte, qui résiste à l'importation sauvage, c'est une entreprise où la partie capital, investissement et matériel et capital humain représente 40 à 50% de sa valeur. Les 50% ou 60% de la valeur de l'entreprise, la valeur réelle, valeur marchande, c'est quoi? C'est la qualité de son management, c'est la qualité de son organisation, c'est la qualité de son collectif et de sa formation. Et c'est ça qui fait la valeur d'une entreprise. Prenons une entreprise algérienne publique et même privée. Regardons ça. Quelle est la valeur? Le management, on est faible. On a des retards dans le management. On a des retards dans la formation collective. Et quand je parle, moi, ici, dans la formation collective, on ne me comprend pas. Mais la formation collective, c'est 30 à 40% de la valeur de l'entreprise. Et ça ne vient pas comme ça. C'est des investissements permanents en termes de formation, en termes de mise à niveau du personnel. Ce n'est pas seulement le hardware qu'on va essayer de mettre. Ce n'est pas l'innovation dans le produit seulement, mais c'est surtout cette valeur dans le management et dans la formation. Et donc, on est en retard. Qu'est-ce qu'on va vendre alors? On va vendre des bâtiments, on va vendre de la ferraille. Tu comprends? C'est ça, ce n'est pas ça. C'est pour ça que la solution, c'est les gens qui sont au feu, les gens qui sont en train de gérer ces entreprises, les directeurs d'usine, leur staff, les bureaux méthodes, les services de logistique, les services de contrôle de qualité, tous ces gens-là qui forment une formation collective pour créer de la richesse. Ce sont ceux-là que je dois intéresser par de bons salaires et aussi par l'intéressement à la prise de participation dans le capital. C'est à partir de là que je puis développer, si tu veux, un esprit de croissance où je redonne de la valeur marchande. Je redonne de la valeur marchande à l'entreprise. Et à ce moment-là, quand la valeur marchande de l'entreprise revient, que ses produits sont compétitifs, qu'elle devient, si tu veux, elle gêne l'importateur, elle gêne les entreprises étrangères ou les entreprises locales qui font de la mauvaise concurrence. À ce moment-là, elles sont intéressées par les repreneurs. Le repreneur n'a pas besoin de faire. Il veut s'acheter une part de cette cascade. Mais il y a un travail à faire avant. Et ce travail est ingrat, il demande du temps. Il y a matière à gouvernance d'entreprise publique aujourd'hui. C'est un sujet. Parce que ce travail dont parle Reda à l'instant, c'est justement qu'on remette les conseils d'administration au pouvoir avec un sang neuf de gens qui ne viennent pas du public dans les conseils, et qu'on sorte les entreprises des tutelles ministérielles. Si tu fais 2 actes de gouvernance, 2 actes de gouvernance d'entreprise, tu les sors des ministères, soit tu les mets dans un holding ou dans une agence ou dans une caisse, de type de caisse de dépôt, comme on voit dans d'autres pays, etc. Plus tu redonnes le pouvoir au conseil. C'est déjà allez, tu sens que je suis sceptique. Là. Oui. Mais tu sais pourquoi je suis sceptique? Il faut d'abord se déclic. Parce qu'il y a eu des gouvernements de réformateurs à l'époque de Hamoche qui ont commencé d'engager cela. Il y a eu des gouvernements plutôt libéraux avec Tmar, qu'on a reçu ici dans le Café des experts économiques, qui était dans une démarche de vouloir déléguer, etc., même si Bouteflika est plutôt d'une autre philosophie. Ça ne s'est pas fait. Moi, je n'ai pas le sentiment qu'avec Abdelmajid Tebboune et sa culture de Wali,
on va, et de ce qu'il a montré jusqu'à maintenant, on va arriver à ce type de réforme où le propriétaire, l'actionnaire public accepte. Bien sûr que c'est la solution. On peut être d'accord, c'est la solution. Le Parti communiste chinois l'a fait. Les Hongrois l'ont fait bien avant. Ils ont réussi leur transition. Mais on est en train de proposer quelque chose de sophistiqué. Et c'est pour ça que je dis peut-être que la solution, c'est tout simplement de vendre. Ça, tu ne pourras même pas ouvrir. Tu ne pourras pas vendre. Tu ne peux pas vendre. Oui, il faut d'abord faire ça. Oui, il faut d'abord avoir un président de conseil d'administration auquel tu donnes la mission claire. Tu as 2 ans, tu ouvres le capital de ta boîte. Ou bien tu as 2 ans, tu te ramènes un partenaire de niveau international pour que tu... Il faut d'abord débloquer cette problématique de conseil d'administration et de tutelle ministérielle. Ce n'est que à cette condition-là que tu vas pouvoir prendre l'encre avec des repreneurs ou des gens qui viendront dans ton capital. Tant que l'entreprise, le PE, est une agence du ministère et qu'un PDG te dit « je dois d'abord parler à mon ministre », c'est l'Assemblée générale permanente dans le PE. Personne ne viendra, tout simplement. Ça n'intéresse plus. Les gens, ils étaient intéressés à un moment donné, ils étaient prêts à faire des compromis, maintenant ils ne veulent plus. Donc, très bien. Il faut une transformation de la gouvernance, ça c'est clair. Il faut une transformation de la gouvernance. C'est une réforme ambitieuse qui ne correspond pas beaucoup à l'ère du temps en ce moment. Ryan Hadjoud, expert en ressources humaines, va nous rejoindre dans un moment pour donner des recommandations sur l'évolution du marché du travail qui vont, je suis sûr, vous intéresser, messieurs les experts. En attendant, un mot, on n'a pas eu le temps de traiter ce sujet parce qu'on est resté plus longtemps sur le premier sujet, mais on aura le temps d'y revenir, sur les signaux qui viennent du secteur bancaire, sur la fonte de l'épargne, une sorte d'effet d'éviction qui fait qu'aujourd'hui, il y a des boards de banques qui se posent très sérieusement la question de comment capter à nouveau de l'épargne parce qu'il y en a de moins en moins. D'ailleurs, il y a de moins en moins d'intermédiation. La croissance des crédits à l'économie a continué de baisser. Depuis 10 ans, elle est à 3% en 2020 et on ne sait pas combien elle est. On attend la note de la Banque d'Algérie. Qu'est-ce qu'on doit faire pour capter plus d'épargne, Reda Amrani? C'est la loi de l'offre et de la demande. Tout simplement la bonne loi de l'offre et de la demande. Aujourd'hui, pour quelle raison voudrais-tu, si j'ai de l'argent, je suis père de famille, je vais le placer dans une banque qui va me donner 2% ou 3% de taux d'intérêt, alors que l'inflation est de 6 ou 7%. C'est clair, net. Et cette banque, en retour, quand je veux demander un crédit, c'est du 9-10%. Il y a une disproportion terrible. Si les banques avaient besoin d'argent et qu'elles voulaient ramasser de l'argent, ben c'est simple. La Banque centrale ne leur interdit pas de payer un taux d'intérêt légèrement supérieur au taux d'inflation. Et tu verras, tout le monde, c'est la bonne loi de l'offre et de la demande, tout le monde viendra placer son argent dans la banque. Et il y a aussi autre chose. J'ai l'impression que nos banques publiques et privées n'ont pas besoin de ressources. Elles doivent disposer d'assez de ressources parce que sinon, elles auraient été obligées d'aller récupérer cet argent, d'aller augmenter. Ce n'est pas moi qui vais leur apprendre comment augmenter les taux d'intérêt pour ramasser l'épargne. C'est la loi naturelle et c'est leur métier. Et elles ne sont pas bêtes, elles sont compétentes. Et il faut aussi arrêter de parler que des banques publiques. On parle de réforme, mais il y a 16 banques privées en Algérie. Il y a 5 banques publiques. Moi, je n'ai pas parlé de banques publiques. Non, mais je te le dis aujourd'hui. Que font ces 16 banques privées? À un moment, j'ai jamais vu de rapport du FMI s'attaquer aux banques privées en Algérie. Pourtant, elles sont là depuis plus de 20 ans. Que font-elles? Est-ce qu'elles font de l'intermédiation de façon plus professionnelle? Est-ce qu'elles innovent en termes de services? Je sais que Société Générale et BNP, pour donner à la campagne Pro-France, etc., ont financé quelques projets d'oligarques qui aujourd'hui sont en prison. Et ça leur a posé des problèmes. Quel projet pour détruire, pour s'accaparer illicitement de parts de capital d'entreprises publiques? On parlait d'intermédiation. Non, elles font de l'intermédiation, elles sont regroupées, elles ont trouvé des entourloupettes pour se retrouver actionnaires. Non, le problème, je dis une chose, ces banques privées, je ne les ai pas vues dans l'investissement réel, je ne les ai pas vues dans le capital, dans l'aide aux PME. Il n'y a pas d'innovation. Et dans l'exportation, elles ont des réseaux à l'extérieur.
Nos exportateurs se plaignent, disent les banques algériennes doivent s'implanter à l'étranger. Il y a déjà 16 banques qui sont implantées à l'étranger. Je n'ai pas vu ces banques privées. Reda, le FMI ne s'est pas attaqué aux banques privées algériennes. Tu l'as fait, c'est bon. Non, ce que je veux dire, il y a 16 banques. Et mais ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est l'informel qui a grandi. Peut-être que le choc, on n'a peut-être pas évalué. On l'a dit. Ma question, c'était la réponse, tu l'as en 2020. Paye, tu obtiens du placement. Tu ne payes pas. On pouvait s'arrêter à cette réponse. Reda, en 2020, il y a eu une crise de liquidité. Les gens faisaient la chaîne pour récupérer leur propre argent dans les banques. On n'a peut-être pas eu d'études de recul suffisant pour savoir si ça n'a pas impacté les psychés, les gens qui aujourd'hui ne laissent plus leur argent à la banque. On sait que les gens se sont retrouvés en difficulté. Il y a plus d'informels dans l'économie, etc. Et au bout du parcours, les banques aujourd'hui ont du mal avec leur trésorerie et les dépôts sont très bas. Premier levier. Termine 30 secondes là aussi. La plus grande banque d'Algérie, c'est qui? C'est la Poste. Oui. Avec son réseau et le nombre de trucs. Ça fait... Moi, j'ai participé à un appel d'offres pour une étude pour transformer la banque postale, je crois. C'était Mglaoui Allah qui était ministre des PTT en 2001, je crois. Ça fait 20 ans. On devait transformer la Poste en banque postale. 20 ans, qui bloque le passage de la Poste à une banque postale? Dans le monde entier, les banques. Imaginez le plus grand réseau, plus grand nombre de clients, plus grand taux de ramassage de l'épargne. Pourquoi on ne le fait pas? Quid? Je n'ai pas vu aussi... C'est les 14 banques privées? Non, je ne sais pas. Moi, je me pose la question. Je n'ai pas la réponse. Qui bloque? Qui est cette main invisible qui empêche la Poste de devenir une banque postale? Parce que, imaginez le nombre de jeunes qu'on forme dans l'école supérieure des banques, dans les écoles de commerce et tout. Imaginez que la Poste devienne une banque. Elle recrute tout de suite, elle s'organise en termes de méthode de gestion, 2 à 3 000 euros. Si on arrive à faire une dernière émission à la fin de l'année, on va parler des 3-4 chantiers qui auraient dû être bouclés en 2021 et qui ne l'ont pas été. Voilà. Il faudra revenir sur ça. On va revenir sur ça. Oui. L'attractivité, tu sais, le problème de l'attractivité du formel, parce qu'aller à la banque, déposer son épargne à la banque, c'est un acte de formalisation économique. Absolument. Quand même. Donc l'attractivité du formel aujourd'hui, elle est de plus en plus basse. Donc il y a un tas, c'est très complexe parce que ça va des taux d'intérêt à la disponibilité du foncier, à la facilité d'obtenir un crédit, et aussi à la problématique de l'iniquité fiscale. Donc aujourd'hui, les gens se disent, finalement, moi je vais me retrouver à payer des impôts alors que d'autres ne les payent pas. Pourquoi veux-tu que j'aille dans le formel? Donc derrière ça, il y a l'attractivité de l'informel en parallèle. Donc il y a de l'attractivité aujourd'hui de l'informel et de plus en plus d'activités sont en train de reglisser dans l'informel. Et le résultat, il est là. Les banques n'intéressent pas. Surtout que maintenant, on a même, entre guillemets, des banques informelles. C'est-à-dire qu'il y a la possibilité d'aller se faire financer des activités typiquement commerciales essentiellement, mais de petites transformations. La politique du logement qui est supposée déclencher beaucoup d'épargne. Normalement, oui, mais il y a le petit ralentissement. Et qui n'est pas adaptée. Elle n'est pas adaptée, elle n'est pas suffisamment commerciale, parce que et là, c'est un reproche qu'on peut adresser au gouvernement algérien, qui, tout en étant dans le social, je ne remets pas en cause la politique de logement social, mais même dans le logement social, s'il y avait une petite contribution des ménages, il y aurait un retour vers le formel de plus en plus de monde. Même si c'est une petite contribution, on prend le cas en Tunisie. En Tunisie, il y a du logement social, mais il est participatif. Voilà. Ça permet les gens mettent un peu d'argent. Donc, à la banque. À la banque. C'est ça. Et après, absolument. On passe par la banque pour avoir même son logement social. Absolument. Et ça, tout ça participe de l'informel, parce qu'aujourd'hui, on récupère le logement social gratuitement, on le revend, ou on vend le pas de porte, et on va encore injecter l'argent qu'on a gagné dans d'autres circuits informels. Donc je crois que là, on est vraiment gelé, on est dans un système complètement gelé, et tant qu'on ne résout pas cette question de formalisation de l'économie, je ne vois pas les banques redécoller. Dernier point sur cette question-là, et on l'a toujours dit, il n'y a pas de concurrence bancaire dans ce pays. Il n'y a pas de concurrence bancaire. Et une entente. Il y a une cartélisation. Il y a 6 banques publiques, c'est comme si on avait une seule banque, et il y a 6 ou 7 banques privées, primaires. Je ne parle pas des banques qui sont de simples succursales, non, je parle des banques qui agissent vraiment en mode de banque commerciale. Il y en a 6 autres.
qu'ils sont un deuxième cartel. Et donc, ce phénomène de cartélisation fait qu'on n'a pas d'offre bancaire, on n'a pas de concurrence. Et donc, derrière, c'est normal que, pour secouer, comme on dit, la fourmilière, il faudrait injecter peut-être 10 autres banques ou 15 autres banques pour qu'on secoue le cocotier, quoi, un petit peu. Et il y en aurait eu une qui arriverait avec... Si, c'est arrivé une fois, on sait comment ça s'est terminé. Khalifa proposait 17% au dépôt. Oui, mais ça n'existe pas. C'était un excès, c'est caricatural. Oui, mais c'est de ce traumatisme qu'on n'est pas guéri. Oui, on est d'accord. C'est caricatural. Il faut un peu secouer les choses. Je crois que ça sera un des chantiers. Mais il a raison. La loi sur la concurrence ne s'applique pas aux banques. Il y a une cartélisation. Et des banques privées, des banques. Ils s'entendent sur le taux d'intérêt, sur le niveau d'investissement par rapport... Mais et pas d'offre de services innovants. Les deux savent. Attention, il y a des compétences. Rayhan Hadjou, bonjour. Bonjour. J'espère que tu ne t'es pas laissé impressionner par Reda Amrani qui est à côté de toi. Non, ça va. Ça va. Ça va, ouais. Ça va. Alors, pour nos amis auditeurs, Rayhan Hadjou nous rejoint pour lancer un coin, une rubrique, une chronique sur le marché du travail, sur les ressources humaines, sur les politiques de ressources humaines en entreprise, qui intéresse beaucoup nos experts. Depuis tout à l'heure, Reda Amrani a parlé de la formation en entreprise. Oui, il a évoqué plusieurs fois aussi. Et il sait de quoi il parle. Alors, ma question pour cette première intervention de Rayhan chez nous dans le CEE, c'est un peu égoïste, hein, c'est une préoccupation on va dire de manager d'une boîte qui utilise beaucoup le digital dans notre plateforme et qui a du mal à trouver des IT. Alors, on a beaucoup de mal à trouver des IT et on a beaucoup de mal à fixer les IT. On a un staff de journalistes et de tâches transversales qu'on arrive plus ou moins à fixer depuis une dizaine d'années et on en est très content et très fiers. Mais dans le cas de certains profils, notamment celui des IT, on a du mal à les trouver déjà, surtout ces derniers temps, sur le marché. Et puis, on a du mal à les garder une fois qu'ils sont avec nous. À quoi c'est dû, Rayhan ? Si ça peut te rassurer, ce n'est pas un problème qui est qui vous concerne vous uniquement. C'est quelque chose de très très répétitif sur le marché, le problème avec les profils IT. Il y a des paramètres qui sont là de base. Le premier étant que généralement les profils IT sont ressortissants d'écoles quand même prestigieuses comme l'ESI, comme EXIA et Polytech, et généralement ils préfèrent partir, ils ont une préférence pour partir travailler à l'étranger parce que forcément le pouvoir d'achat est supérieur. Dès qu'ils sortent de l'école ? Dès qu'ils sortent de l'école, je peux te garantir qu'ils sont recrutés à l'école même, c'est exactement ce que j'allais dire. Il y a aussi le deuxième paramètre qui fait qu'ils n'aiment pas forcément travailler en corpo, parce que c'est redondant, parce que c'est ennuyant pour eux, ils ne se forment pas réellement, ils se retrouvent à refaire la même chose. Donc ils préfèrent par exemple travailler dans des entreprises de prestations où ils travaillent sur différents projets, pas uniquement en Algérie aussi. On peut quand même, juste avant d'aller plus loin, hein, les préférences, tu reprendras à ce point-là, désolé de t'interrompre, mais rappelez à nos amis auditeurs ce que c'est un IT. Nous on sait c'est quoi les skills, c'est quoi les connaissances, le métier de IT. C'est une très bonne question parce qu'au final, l'IT, c'est beaucoup de choses. C'est du développement sur web, sur téléphone, application, c'est aussi de la programmation, c'est 1 milliard de langages. Et c'est ce qui fait aussi la difficulté des profils parce que rechercher une technicité particulière, c'est souvent difficile et les experts dans des technicités sont parfois aussi très très chers. Donc c'est aussi un souci de financement de la part de l'entreprise. Et pour revenir un petit peu au problème de recrutement IT, en fait, là, on se retrouve dans une sorte de déséquilibre parce que le corona a en quelque sorte motivé cette numérisation des choses et les profils IT sont devenus plus intéressants, plus attrayants, etc. Mais en même temps, il y a des études qui ont été faites qui prouvent que les IT ont du mal à trouver un emploi. Ils mettent quand même 3-4 mois avant de pouvoir trouver quelque chose qui les intéresse. Et il y a des cabinets de recrutement justement qui se sont posé la question, notamment Michael Page, qui est un partenaire quand même reconnu à l'international, qui a fait une étude globale en Algérie aussi. Et en fait, le principal problème qu'ils ont relevé, c'était cette inadéquation entre les profils qui sont recherchés par les entreprises et les compétences qui sont disponibles sur le marché. On recherche souvent quelqu'un qui est capable de tout faire, de par exemple mettre en place un système d'information, qui connaît le langage C, C#, n'importe quoi, plusieurs compétences. Et on néglige aussi en quelque sorte
les soft skills qui vont avec. On s'intéresse vraiment à ces hard skills et on néglige aussi ces compétences comportementales qui peuvent faire en sorte que l'IT va évoluer, va travailler en transverse avec ses collègues, qui va justement avoir une réelle valeur ajoutée, à l'opposé d'être uniquement une sorte de robot dans l'entreprise. Donc c'est un petit peu ça qui fait la difficulté de trouver des profils sur le marché. Là, on a compris pourquoi on a du mal à recruter. La solution, et si on a du mal à garder, c'est parce qu'on ne comprend pas qu'on peut faire développer aussi le profil d'un IT en lui ajoutant des soft skills à ce qu'il a amené avec lui comme connaissance que tu appelles les hard skills. Il y a des choses intelligentes qui ont été faites, par exemple par des entreprises où ils ont mixé un petit peu les postes en marketing et en IT, par exemple. Pour le marketing digital, ils ont ramené une personne qui avait cette double casquette en quelque sorte, qui serait capable de gérer le système d'information, en même temps gérer la communication, le brand, etc. Mais la solution principale qui a été employée, c'est ce qu'on appelle le upskilling ou le reskilling. C'est de prendre un profil qui ne remplit pas forcément toute la fiche de poste, mais qui va remplir une partie, une prédominante qui est quand même assez importante, jusqu'à 50-60%, c'est déjà ça. Puis par la suite, on lui apporte des formations complémentaires, ou alors l'expérience aussi aide beaucoup justement sur la maîtrise du sujet. Et à partir de là, ça en fait un profil complet. Et c'est bon des deux côtés, parce que d'un côté, l'entreprise a ce qu'elle veut, et de l'autre côté, l'employé se sent valorisé en quelque sorte parce que l'entreprise lui a donné justement cette opportunité d'apprendre et de monter en compétences. Ali, est-ce que les entreprises que tu conseilles rencontrent ce problème? Oui, je retiendrai un mot ici, qui est deux points clés. D'abord, cette internationalisation, cette globalisation du profil, qu'on rencontre aussi chez les médecins, tout ça. Donc la globalisation du profil fait qu'un ingénieur IT n'est pas obligé de rester ici pour travailler ou chercher un emploi. Donc déjà, il y a une fuite massive de cerveau dont on doit tenir compte. Et j'arrive au deuxième point. Quand on parle d'inadéquation, c'est que l'entreprise aujourd'hui est en retard par rapport au profil. L'entreprise dans sa moyenne. En général, l'entreprise algérienne est en retard par rapport à l'évolution des profils. Donc quand on regarde les fiches de poste, ce n'est pas adéquat. Mais aussi cette incapacité à reconcevoir le poste lui-même. Parce qu'aujourd'hui, les gens peuvent travailler à distance, ils peuvent être à Berlin et travailler pour une boîte algérienne, mais il faut savoir comment le payer. Il faut, comment dire... On préfère l'inverse quand même. Oui, mais c'est la réalité. Aujourd'hui, immédiatement, c'est ça qui se passe. Comment travailler avec les gens en réseau, ceux qui ne veulent pas être en corporate, donc ils ne veulent pas être forcément salariés d'entreprise. Comment les intégrer dans des réseaux intelligents, donc où ils peuvent travailler en freelance ou en temps partiel ou des choses comme ça. Donc il y a toute une réingénierie de la relation de travail qui n'est pas encore là. Donc on a trop tendance, du point de vue de l'entreprise, à chercher un poste classique, donc salarié, dans une grille, etc., avec des horaires et tout ça, et, comme disait notre collègue maintenant, sur une confusion un peu de ce que c'est qu'un IT, puisque finalement c'est une multitude de profils, de sous-profils, si tu veux, dans le terme générique IT, il y a un tas de choses. Donc, mais qu'est-ce qu'on veut vraiment? Ou bien est-ce qu'on a besoin d'un peu de chaque chose? Et à ce moment-là, peut-être qu'il faut faire appel à 3-4 personnes sur des tarifs horaires et pas sur des salaires mensuels. Donc, il y a une réingénierie à mener. Il y a des entreprises qui le font, mais il y a des entreprises qui n'arrivent pas à le faire encore, cette mutation-là de la relation avec les IT. Donc, ça crée un petit gap, comme on dit, un petit écart dans le marché du travail sur ce profil. Internationalisation, on est rattrapé aujourd'hui, on se rend compte subitement que nos concurrents sont à l'étranger. C'est clair et net, avec la mondialisation et avec aussi la numérisation de l'économie, la numérisation des échanges, tout se fait en instantané, on discute avec ce petit appareil, j'entre en discussion vidéo avec un partenaire en Australie ou en Corée du Sud ou au Japon ou en Amérique latine, à Valparaiso s'il le faut, c'est le fin fond du monde. Donc il n'y a plus de distance, il n'y a plus de ceci. Et l'entreprise algérienne reste encore dans ses gros sabots classiques. Elle ne bouge pas, elle est figée. Elle n'a même pas, public ou privé, elle n'a même pas cette initiative à dire pourquoi je suis faible. Pourquoi un produit fait 10 000 km, arrive chez moi et me concurrence. Et pourtant, j'ai une main-d'œuvre que je ne paye presque pas. Vous comprenez? Ils ne se posent pas les bonnes questions, ils ne trouvent pas les bonnes solutions. Oui. Je vous donne On va faire une enquête. J'ai un chiffre qui m'a étonné. Et c'est de notre ami L'Amiri qui dit, il écrit dans un de ses documents, il dit que l'entreprise algérienne
ne consacre que 0,4% de son chiffre d'affaires à la formation individuelle ou au collectif de ses effectifs. Comment veux-tu, alors que les autres entreprises à travers le monde, ça tourne autour de 4 à 6%. C'est toujours selon notre ami. Alors pourquoi veux-tu que les problèmes qu'il pose puissent être pris en charge ou même compris ou sentis? Il n'y a même pas cette capacité de les sentir. Je ne cherche pas à la partie comprendre et réagir et trouver les solutions et avancer et gagner de l'argent. Parce qu'une entreprise, elle est faite pour gagner de l'argent. Et ces IT sont là pour lui faire gagner de l'argent, gagner des parts de marché, résister à la concurrence internationale qui m'a quand on est dans la mondialisation. Et là, c'est ce retard. Il y a aussi un autre grand retard chez nous en Algérie. Bon, il y a une réaction. C'est cette inadéquation entre la formation et l'emploi. On dit conforme. C'est vrai qu'on a l'Institut en informatique et tout, mais combien ça représente? Moins de 30% de nos effectifs en formation. Selon le professeur Chitour, il disait que l'université algérienne, 65% des étudiantes et des étudiants sont dans sciences sociales et en sciences humaines. Alors que ça devrait être l'inverse, on devrait avoir 65% dans les sciences exactes, les sciences expérimentales, dans la technologie, dans le management de haut niveau, c'est-à-dire basé sur l'informatique et la numérisation. On ne les a pas, il faut inverser ça. Et là aussi, il faut revenir à la politique. On a laissé l'idéologie prendre le dessus sur les intérêts économiques, technologiques et scientifiques du pays. Les frères musulmans, les islamo-baptistes sont accaparés, comme dans tous les pays arabo-musulmans. On n'est pas un exemple unique. Partout, les frères musulmans et les islamo-baptistes se sont accaparés de l'éducation nationale, de ses programmes, et ils sont accaparés des universités. Enfin, il faut faire un calcul. Prenons la totalité des doyens des 100 ou 107 universités algériennes. La plupart, si ce n'est la très très grande majorité, sont issus des sciences sociales et sciences humaines. Oui, ça pose un problème. Merci Reda Amrani, merci Ali, merci Ryan Hadjoub pour ta première au Café des experts économiques. Merci à vous tous et à dans 2 mardis. Merci.